Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux à cette invitation pour une soirée exceptionnelle. Notre intervenant de ce soir nous vient en direct de Bordeaux. Il a été le dirigeant de BPI Sud-Ouest. C'est un consultant qui a une longue expérience dans le développement des petites entreprises à fort potentiel. Il a aussi travaillé dans les RH pour les reconversions. À l'issue de ces diverses expériences, il a créé, il y a eu beaucoup d'autres expériences, je crois. À l'issue de ces diverses expériences, il a créé et développé pendant plusieurs années une approche originale pour la recherche d'emploi et la gestion de carrière, basée sur un concept innovant, le marché latent de l'emploi. Je vous rassure tout de suite qu'il n'a rien à voir avec le marché caché de l'emploi. Ce grand personnage a parfois des idées qui dérangent, mais je ne vous en dis pas plus. Et je vais laisser la parole à M. Patrick Deslandes. Merci. Je tiens à remercier Philippe qui s'est démené pour organiser cette réunion. Moi, depuis Bordeaux, j'ai déjà les contacts pour le faire. Donc, je vous remercie parce que c'est une belle assemblée. Donc, bravo Philippe. Merci. Moi, je suis ravi. Merci à Patrick d'être venu. Bien, alors je rentre dans le vif du sujet, je vais essayer de faire une version courte mais suffisamment élaborée quand même pour vous dire l'essentiel de ce que j'ai à vous dire. Alors j'ai intitulé mon intervention La loi du marché parce que en fait la méthode que je vais vous présenter, si vous voulez bien, c'est une méthode à la fois de recherche d'emploi et de gestion de carrière. Alors par gestion de carrière, j'entends à peu près toutes les positions que peut prendre un cadre ou un technicien, parce que c'est évidemment ce type de public que ça s'adresse lors de sa carrière, c'est-à-dire évidemment salariés. Ça s'adresse donc à ceux qui recherchent un emploi salarié, ça s'adresse à ceux qui veulent développer une activité d'expert indépendant. On fait à peu près la même chose, c'est que le statut qui change. Ça s'adresse à ceux qui sont en poste et qui veulent booster un peu leur évolution de carrière sans attendre nécessairement qu'on leur propose une évolution. Et ça s'adresse même aux créateurs d'entreprises parce que comme vous allez le voir, cette approche est fondée sur la création de valeur et une entreprise, ça n'est rien d'autre qu'une machine à créer de la valeur. Et donc, en fait, les outils qu'on va utiliser, quelle que soit la démarche, sont les mêmes, c'est des outils de création de valeur. Alors, qui suis-je? J'ai 65 ans et je dirige une société qui s'appelle ADE Conseil, qui est spécialisée dans la stimulation et l'accompagnement du développement des petites entreprises à fort potentiel. Alors, j'ai choisi de faire ça après avoir fait une partie de ma carrière en tant que... Alors moi, j'ai toujours été entrepreneur, parce que quand j'ai commencé, après mes études, à chercher un job, la façon dont les entreprises s'y prenaient pour sélectionner les candidats, enfin les rapports que les entreprises établissaient avec les candidats à travers les entretiens de recrutement, ça m'a pas beaucoup plu, très franchement. Je n'avais pas les chines très souples et ça a déterminé très rapidement une vocation d'entrepreneur chez moi. Je me suis dit, tant qu'à faire d'avoir un patron, autant que ce soit toi. Alors c'est pas un conseil que je donne à tout le monde, mais moi ça a été mon choix. Ça m'a permis de faire à peu près toujours ce que j'avais envie de faire, que déjà une très bonne chose dans une carrière professionnelle, et c'est vraisemblablement aussi ce qui me permet aujourd'hui, à 65 ans, d'être toujours en activité et d'y prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Un peu plus tard, alors dans cette carrière d'entrepreneur, il se trouve qu'en dans les années 80, j'ai rencontré Bernard Paoli, le fondateur de BPI. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un grand cabinet de ressources humaines. En fait, on faisait de l'accompagnement social des restructurations, c'est-à-dire du reclassement collectif et de reclassement individuel, cadre, technicien. Et j'ai créé la filiale sur le quart sud-ouest. Alors là, j'appartenais à un groupe, enfin j'étais quand même actionnaire à 40% de la filiale, et à cette occasion, j'ai été à nouveau confronté avec ce que je considère comme l'inanité des méthodes de recrutement de la part des entreprises, à savoir, en gros, les entreprises recrutent un profil et non pas un être humain, quelqu'un avec des qualités, des défauts, avec des potentiels, et recrutent un profil prédéfini. Et ce qui amène les candidats à essayer de se conformer au mieux au profil qui a été défini, dont ils ne connaissent d'ailleurs qu'une toute petite partie, puisque en gros ils connaissent ce que les entreprises
bien mettre dans l'annonce. Donc c'est un jeu de dupes, hein, en fin de compte, et un jeu de dupes auquel on joue en faisant un CV pour chaque offre d'emploi, différent, pour essayer de se conformer à ce qu'on croit qu'ils attendent. Et puis c'est un jeu de dupes parce qu'on est obligé de gommer tous les traits saillants de sa personnalité pour correspondre le mieux possible, on l'espère, au profil prédéfini. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand on est senior, quand on est atypique, entendez par là quelqu'un qui n'a pas eu une carrière linéaire, quand on veut se reconvertir, on est comme un jeune diplômé. Alors quand on est jeune diplômé, on n'a pas les bons diplômes, entre guillemets, hein, les diplômes, vous savez, les quelques diplômes qui sont très cotés et dont toutes les entreprises raffolent. Mais quand on sort de l'université, la plupart du temps, c'est pas le cas. Et bien, quand on est senior aujourd'hui, qu'on perd son emploi, on n'a quasiment aucune chance de retrouver un job satisfaisant en répondant aux offres d'emploi. Ce qui est ennuyeux parce que par ailleurs, on repousse l'âge de la retraite. Et donc ça veut dire qu'il y a toute une classe d'âge qui pendant 15 ans se retrouve dans la précarité, dans les difficultés et qui a beaucoup de mal à s'en sortir. Moi je vois beaucoup de seniors, je peux vous dire que je suis bien content d'avoir mon entreprise, d'être mon propre patron et d'arriver à m'en sortir. Parce que je pense que si j'avais suivi une carrière de salarié, actuellement je serais comme eux, hein, dans les difficultés. Puis les jeunes diplômés, c'est pareil. Hein. Ceux qui n'ont pas les bons diplômes, il leur faut des années, enfin des mois, et parfois des années avant de trouver une situation à peu près stable, qui est rarement ce qu'ils auraient vraiment aimé faire, hein, qui correspond rarement à leurs vraies compétences, parfois qui ne correspondent pas du tout, et à leurs ambitions. Les atypiques ont les mêmes difficultés que les seniors. Et puis, alors, très souvent, notamment pour les seniors ou les atypiques, on leur conseille, soit Pôle emploi, soit leur coach en recherche d'emploi, on leur dit vous n'avez qu'à créer une activité indépendante. Le problème, c'est que la plupart de ceux qui créent une activité d'expert indépendant sont confrontés exactement aux mêmes difficultés que lorsqu'ils créent un emploi, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Hein, je n'ai pas le temps de m'étendre sur la question, mais en gros, parce qu'ils essaient de vendre leurs compétences. Et donc, ce qui les met en porte-à-faux, en fait, qui les met dans une situation où l'entreprise a tous les pouvoirs, où eux, ils n'en ont pas beaucoup. Hein. Et puis, c'est pas tout, parce que donc on leur conseille de devenir indépendants et puis ils ont du mal à développer une activité indépendante, mais il y a aussi les cadres et les techniciens en poste. Sachez qu'il y a des sondages qui sont faits régulièrement, 60% d'entre eux ne sont pas satisfaits de leur situation professionnelle. Alors soit parce que c'est pas assez payé, soit parce que l'émission, le contenu de l'émission qu'on leur confie ne correspond pas à ce qu'ils auraient envie de faire ou à leurs compétences, soit parce que les perspectives d'évolution ne sont pas conformes à leurs ambitions. Et parfois, pour les trois raisons en même temps. Donc 60%. Hein. Donc en fait, la situation des cadres et des techniciens aujourd'hui, la loi du marché, si vous voulez, est impitoyable pour les cadres et les techniciens. Alors il y a 30 ou 40 ans, c'était différent. Hein. Être cadre, c'était jouir d'un certain statut, d'une certaine considération, d'une rémunération plutôt satisfaisante en général, de possibilités d'évolution de carrière assez régulières, et puis surtout, ça permettait généralement d'arriver à la retraite sans trop de difficultés. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Hein. La situation est celle que je viens de vous décrire. Alors, évidemment, vous n'êtes pas les seuls acteurs sur le marché de l'emploi et de l'expertise, il y en a d'autres, mais si vous comptez sur les autres acteurs pour vous aider à sortir de cette situation difficile, bonne chance. Parce qu'en fait, c'est quoi les autres acteurs? C'est les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, ça fait 30 ans qu'ils mettent en œuvre les mêmes vieilles recettes éculées, qui ne fonctionnent pas, il y a qu'à voir la courbe du chômage. Et Einstein disait, la bêtise c'est de mettre en œuvre les mêmes solutions en espérant qu'elles donneront des résultats différents. Je crois qu'il n'avait pas tort, hein, et que les hommes politiques feraient bien de réfléchir un petit peu à ce qu'ils font en la matière. Alors qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils disent, de toute façon, dans un contexte de croissance internationale molle, ou faible, ou nulle, il est impossible de créer des emplois. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas se développer.
c'est pas tout à fait faux, mais enfin, ça leur sert surtout d'excuse. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, inspirés par le patronat, ils subventionnent les emplois. Parce que d'un côté, ils alourdissent les charges des entreprises, et puis d'un autre côté, ils subventionnent les emplois en espérant que ça va avoir un effet sur l'emploi. Et on voit l'effet que ça a, en tout cas globalement, hein, sur le sol, il n'est pas vraiment très glorieux cet effet. Et à mon avis, je ne sais plus, j'ai entendu un chiffre hier, vous savez, après les élections, là, il y avait quelqu'un du front de gauche qui disait qu'il y avait 42 milliards d'aides aux entreprises pour l'emploi. Je trouve que c'est hallucinant comme somme. Bien, on utiliserait ne serait-ce que la moitié de cette somme pour stimuler le développement de nos PME, de nos petites entreprises qui ont beaucoup de mal à se développer. Ce que je vous dis, c'est important, c'est au cœur de la méthode que je vais vous présenter. Peut-être qu'on aurait d'autres résultats. Alors, en fait, je n'ai pas passé les diapos, mais c'est pas grave. Parce que, depuis que j'ai créé le conseil et que je m'intéresse au développement des petites et moyennes entreprises, j'ai fait le constat, je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, que la capacité des entreprises à se développer et à créer des emplois est liée à ce que j'appelle, et je ne suis pas le seul non plus, leur structuration managériale. Structuration managériale, je vais vous en reparler, mais en gros, c'est la mobilisation autour du chef d'entreprise d'un certain nombre de compétences qui vont permettre de construire et de conduire le développement des entreprises. Et que plus une entreprise est structurée du point de vue managérial, plus elle est capable d'identifier et d'exploiter ses potentiels de développement, de création de valeur, et que plus elle exploite ses potentiels de développement, plus elle se développe et plus elle crée d'emplois. Et moi je pense, mais ça n'engage que moi, que l'État devrait dépenser plus d'argent à aider les petites entreprises françaises à se développer qu'à subventionner des emplois en pure perte. Alors pourquoi je pense ça? Parce que c'est pas une idée qui m'est venue comme ça. Je pense ça parce que si on fait une comparaison, alors je ne suis pas un fanat du modèle allemand, hein, mais si on fait une comparaison entre les entreprises allemandes et les entreprises françaises, on constate que les entreprises allemandes sont en moyenne 2 fois plus développées que les entreprises françaises. Résultat, le taux de chômage en Allemagne est inférieur à 5%, le taux de chômage en France est supérieur à 10%. Et en fait, si on regarde par classe de taille, ben nous on a 94% d'entreprises de 0 à 9 salariés. On n'a pas la statistique des 20 salariés, pour moi c'est un seuil très important, vous le verrez tout à l'heure, qui est 97%, alors qu'en Allemagne, il n'y a que 80% d'entreprises de 0 à 9 salariés et 75% de moins de 20 salariés. Autrement dit, la taille des entreprises, la taille moyenne des entreprises, leur capacité à se développer est directement corrélée avec le chômage. Vous allez dire, c'est un peu abusif cette conclusion. Eh bien, regardez cet autre tableau. Regardez en Europe, alors je n'ai pas la Suisse, mais la Suisse en plus est une exception. Je ne sais pas s'il y a des citoyens suisses parmi vous, c'est une exception parce qu'on fait mais bon, si on prend, alors c'est pas forcément la taille des entreprises, mais le pourcentage d'entreprises de plus de 250 salariés, c'est-à-dire les ETI et les grandes entreprises, puisque la définition de la PME c'est jusqu'à 249 salariés. Regardez, en Allemagne, le taux d'entreprise de plus de 250 salariés est de 0,5%, ce qui est très peu. Hein. Ils ont à peu près autant d'entreprises que nous. Ils en ont 3,6 millions, nous on en a 3,5 millions. Taux de chômage 4,7. Oh, ok. En France, on a 0,2, 10,3. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on observe une vraie corrélation entre le nombre, la taille des entreprises, en fin de compte. Hein. Le nombre d'entreprises de plus de 250 salariés n'étant qu'un indice de la taille moyenne des entreprises, et le taux de chômage. Donc, on peut raisonnablement conclure que si on veut remédier à la croissance du chômage en France et ailleurs, d'ailleurs, il serait bon de stimuler le développement des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez ? 98% des entreprises françaises sont des PME, 97,2% ont moins de 20 salariés.
Alors c'est pas tout. On ne peut pas compter donc sur l'État qui se trompe de problème. On ne peut pas vraiment compter non plus sur les entreprises pour trouver des solutions. Parce que les entreprises, il y a deux grandes catégories d'entreprises. Il y a les grandes entreprises, ce que j'appelle les entreprises structurées. Les entreprises structurées, on va dire pour simplifier, alors c'est quoi les entreprises structurées? C'est des entreprises qui ont des dirigeants qui sont des pros, du management, du développement des entreprises, des pros de la direction d'entreprise. Ils ont des cadres, à toutes les fonctions, des spécialistes, et eux, ils savent, grosso modo, d'une part, identifier leur potentiel de développement, les exploiter quand ils le veulent bien, et surtout, ils savent très bien identifier les compétences techniques et managériales dont ils ont besoin et les mobiliser. Donc, les grandes entreprises, ces entreprises structurées qui représentent en gros 2 à 3% de l'ensemble des entreprises, elles en profitent de la situation, du déséquilibre entre l'offre et la demande. Elles en profitent pourquoi? Pour baisser les salaires. En valeur absolue, les salaires des cadres ont baissé depuis les années 80. C'est le constat que j'ai fait. Elles en profitent pour promouvoir les formes de collaboration précaires, le portage salarial, l'auto-entrepreneuriat, etc. C'est une manière aussi d'avoir des cadres taillables et corvéables à merci. Et ça évite de faire des CDI. En fait, aujourd'hui, le CDI, c'est devenu une denrée rare. C'est le Graal d'un certain nombre de chercheurs d'emploi, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, en fait, elle profite considérablement de la situation. Alors, vous ne voulez pas qu'elle milite pour le changement en la matière. Par ailleurs, le patronat, à travers le MEDEF, alors je n'ai rien contre les patrons, j'en suis un, mais je pense qu'il y a 2 catégories de patrons. Le patronat, le MEDEF, enfin les grandes entreprises, ces entreprises structurées, c'est elles qui expliquent au gouvernement et qui, du fait de leur influence sur la politique de l'emploi et de la politique de la formation professionnelle, vous savez qu'en France, tout se fait dans le cadre de commissions paritaires, c'est-à-dire que le patronat, les syndicats de salariés, etc., ont une très grosse influence sur la politique de l'emploi et de la formation professionnelle. Et évidemment, eux, ils disent le problème, c'est le coût de l'emploi. On est trop cher, la main-d'œuvre est trop chère, donc si vous ne voulez pas qu'on délocalise, il faut subventionner les emplois. Évidemment. Sauf que 80% des aides à l'emploi vont directement dans la poche des actionnaires et ne créent pas d'emploi. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'un chef d'entreprise normalement constitué, un peu sensé, ne va jamais créer un emploi uniquement pour bénéficier d'une subvention. Il crée un emploi parce que ça va créer une valeur qui justifie cette création d'emploi. Et donc, logiquement, cette valeur, elle doit couvrir le coût salarial et puis dégager un excédent parce que sinon, les entreprises ne créeraient pas d'emploi. Et croyez-moi, elles ne créent pas d'emploi si elles ne voient pas clairement quelle valeur ça va leur rapporter. Donc en fait, la plupart des aides à l'emploi vont à des entreprises, notamment les entreprises structurées, je n'ai pas de statistiques sur la question, mais à des entreprises structurées, qui les auraient créées vraisemblablement sans ces aides. Mais bon, si elles peuvent bénéficier d'aides, tant mieux pour elles. Et puis il y a une deuxième catégorie d'entreprises, c'est les entreprises que j'appelle peu structurées ou pas du tout structurées. Et ça, si vous voulez, il est important que je définisse un petit peu plus ce qu'est la structuration managériale. En fait, c'est un processus qui doit intervenir assez tôt dans le développement d'une entreprise, la structuration managériale. Et il se manifeste de la manière suivante. Le dirigeant se dégage progressivement du métier de l'entreprise, parce que vous savez, les gens qui créent des entreprises, 9 fois sur 10, ce sont des techniciens, des hommes du métier. Alors, le métier, ça peut être du commerce, le négoce, mais bon, on ne peut pas vraiment parler de technicien au sens propre. Mais c'est des spécialistes du métier de l'entreprise. Et ils ne jurent que par ça. Or, autour de 12-15 salariés, on va y revenir, il faudrait qu'ils se dégagent du métier de l'entreprise, qu'ils mettent des spécialistes aux manettes, et qu'eux, ils fassent un autre métier totalement différent, qui est le métier de chef d'entreprise.
Et ça n'est pas du tout le même métier que celui de l'entreprise. Le métier de chef d'entreprise, c'est du management, et notamment du management stratégique. C'est optimiser le modèle économique, rechercher, faire le tri dans ses activités, rechercher celles qui contribuent le plus à l'atteinte des objectifs généraux de l'entreprise, que ce soit le profit, les parts de marché, ou la plus-value sociale et sociétale, etc. Et puis, pour se dégager du métier de l'entreprise et exercer celui de chef d'entreprise, il faut bien qu'il recrute des gens qui vont assumer à sa place les différentes fonctions. Parce que là aussi, les créateurs d'entreprise, ils font tout dans leur entreprise. Bon, c'est pas trop gênant au début, quand on a, de toute façon, ils sont tout seuls ou ils sont entourés d'exécutants. Donc, de toute façon, ils sont bien obligés de prendre toutes les décisions. Mais petit à petit, s'il veut se dégager et faire son boulot de chef d'entreprise, il faut qu'il professionnalise les différentes fonctions. Et comment? En recrutant des spécialistes, des cadres, des techniciens, des gens comme vous, je suppose, qui peuvent leur apporter un véritable savoir-faire, des compétences en la matière. Et puis, il faut aussi qu'ils fassent une chose qu'ils ne sont pas très enclins à faire a priori, qu'ils associent ces collaborateurs à la prise de décision. Parce que si vous recrutez un collaborateur très compétent pour assumer une fonction dans l'entreprise, mais que vous traitez comme un exécutant, évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc il faut qu'il se départisse du monopole qu'il a sur le pouvoir de décision pour associer les collaborateurs à la prise de décision. Très difficile psychologiquement. C'est comme demander à une maman de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de son bébé parce que l'autre est plus compétent sans doute, enfin s'occuper de certaines parties de l'éducation de son bébé parce que l'autre est plus compétent. Mais bon, ça fait partie aussi du métier de chef d'entreprise de comprendre ça et de gérer ce processus. Et puis surtout, lui, il va se recentrer donc, sur ce que j'appelle le management stratégique, c'est un bien grand mot, mais il va chercher à donner une cohérence à ses activités, parce qu'on va voir qu'au début, il a un autre type de management. Il va se recentrer sur celle qui maîtrise le mieux, ou qui contribue le mieux à l'atteinte de ses objectifs généraux, et puis il va optimiser son modèle économique. Parce que là aussi, il y a une grande misère dans les PME françaises, c'est qu'ils font les choses comme les autres le font dans leur secteur d'activité. Et très souvent, ils ont un modèle économique qui ne tient pas la route, quoi, tout simplement. Et donc, ça donne des piètres résultats, malgré l'investissement personnel des dirigeants. Alors, à l'opposé de cette démarche de structuration managériale, on va maintenant parler du style de management entrepreneurial adaptatif. Ça fait bien, je trouve, ça fait scientifique sur le terme. Des dirigeants de petites entreprises. Vous savez, des 97,2% d'entreprises qui sont en dessous du seuil de 20 salariés. Eh bien, le dirigeant focalise sur la technique et sur le métier de l'entreprise. Il croit qu'en dehors du métier de l'entreprise, il n'y a rien d'intéressant. Il croit que tout vient de là, que c'est l'essentiel. Donc, le modèle économique, on ne connaît pas. Il exerce le pouvoir de décision sans partage. Alors, encore une fois, au début, quand on crée une entreprise, on est tout seul, on est éventuellement quelques exécutants, donc on n'a pas grand-chose à partager. Mais il en fait pour lui, c'est la clé de son succès aussi. Donc, quand il va falloir évoluer, il aura beaucoup de mal. Et aussi, retenez bien cette caractéristique, il vit dans le présent, il recherche à faire des coups, et il recherche surtout à faire du fric, à créer de la valeur à court terme. Et pour ça, il est prêt à faire à peu près n'importe quoi, dans la mesure où il se sent capable de le faire. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas une cohérence dans ses activités. Il ne cherche pas à optimiser son évolution stratégique. Non, ce qu'il faut, c'est faire rentrer des sous. Alors, il n'a pas tort, parce que ce n'est pas un si mauvais mode de management quand on crée une entreprise. Je veux dire, créer une entreprise avec un modèle économique vachement élaboré, un plan de développement stratégique, etc., c'est aller droit à l'échec. Il faut se confronter à la réalité du marché. Et parfois, le marché n'est pas du tout comme on se l'imaginait a priori. Par contre, très rapidement, il faut se recentrer sur les activités qui sont les plus intéressantes, c'est-à-dire celles sur lesquelles on a le plus d'atouts et celles qui ont aussi le plus d'attrait pour l'entreprise, puis donner une cohérence à tout ça. Or ça, c'est pas du tout dans la culture des dirigeants de petites entreprises. Et puis je ne vais pas en parler savamment parce que j'ai longtemps été dirigeant de petites
Et puis, il méconnaît ou a très peu d'intérêt pour ce que j'appelle le métier de chef d'entreprise, ce fameux métier de chef d'entreprise, c'est-à-dire pour les outils de pilotage et de management stratégique, voire de gestion parfois. 80% des PME n'ont pas de comptabilité analytique. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne savent pas quelles sont les activités qui leur rapportent de l'argent. Ou celles qui ne leur en rapportent pas. Et très souvent, ils ont des idées fausses sur la question, parce qu'ils ont quand même des idées. Si on leur demande, ils vous disent « Oh oui, moi je gagne de l'argent là-dessus, là, il faut m'améliorer. » Et si vous faites le calcul, si vous reconstituez leur comptabilité analytique, vous vous rendez compte qu'ils se trompent 2 coups sur 3. Ce qui est dramatique. Hein. Et donc, ils n'ont pas d'intérêt quand on leur dit bah, vous savez, vous devriez faire un plan de développement stratégique, vous devriez rechercher un peu de cohérence, vous devriez... ils vous disent oh, ça c'est des trucs de consultants, on fait la seule chose importante, c'est le métier, la technique, il n'y a que ça de vrai, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Bon, c'est pas leur faute, hein, c'est leur représentation. Et on n'est jamais coupable de ces représentations. En revanche, elles déterminent la façon dont ils se comportent. D'accord? En plus, c'est des héros, les créateurs d'entreprise, par les temps qui courent, hein, donc il ne faut pas leur faire le reproche de ne pas avoir les compétences managériales qui seraient nécessaires. Alors, le seuil de structuration managériale, eh ben, c'est la taille des entreprises à partir de laquelle il est strictement impossible de maîtriser le développement de son entreprise, de poursuivre le développement de son entreprise, si on n'a pas au moins entamé un début de structuration managériale. Et ça intervient très tôt, je vous l'ai dit, c'est autour de 12-15 salariés. C'est-à-dire que le seuil de structuration managériale, vous ne dépassez jamais la taille des 20 salariés, et souvent même vous arrêtez avant, si vous ne commencez pas à entamer le processus de structuration managériale. Mais le problème, c'est que les chefs d'entreprise n'en sont pas conscients, parce qu'en gros, leur dire ça, c'est leur dire ce qui vous a réussi jusqu'à présent, parce que c'est pas rien de créer une entreprise et de la mener à la taille de 12-15 salariés. C'est une réussite. Et vous leur dites, ce qui vous a, le mode de management, le mode de fonctionnement, qui vous a si bien réussi jusqu'à maintenant, c'est la cause de vos difficultés actuelles. Et c'est pour ça que malgré des semaines de 80 heures, parce que c'est en général comme ça qu'ils réagissent, ils font plus de la même chose, c'est pas les seuls, mais bon. Et c'est à cause de ça, si vous voulez, qu'ils ne peuvent pas se développer, à cause de ce type de management, mais ils n'arrivent pas à le remettre en question. Le résultat, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, 97% des entreprises françaises ont moins de 20 salariés. Alors que, bon, certes, toutes les entreprises de moins de 20 salariés n'ont pas vocation à se développer. Hein. Le bureau de tabac du coin, le petit artisan qui a choisi de travailler seul, etc., lui, il n'a pas vocation à se développer, a priori. Mais il y a quand même 20 à 27% d'entre elles. Alors ça, je le sais parce que dans les dispositifs que j'ai conduits pour les ACD, je vous en parlerai dans quelques minutes, on a visité plus de 3500 entreprises. Et donc, on a pu quand même faire des statistiques, c'est un échantillon significatif. 20 à 25% d'entre elles ont vocation à franchir ce seuil des 20 salariés et ont les potentiels, vraisemblablement, latents certes, pour le faire. Mais très peu y parviennent spontanément. Alors si, il y en a qui y parviennent, ceux qui y parviennent, c'est ceux qui sont rachetés par des entreprises de plus grande taille. Le problème, c'est que les entreprises de plus grande taille, notamment beaucoup d'entreprises étrangères, écrèment les plus beaux fleurons, les meilleures idées, les meilleures technologies, les concepts les plus intéressants, et qu'une fois qu'ils ont racheté, si c'est des entreprises étrangères, leur premier souci, c'est de délocaliser vers des cieux plus cléments d'un point de vue fiscal et social. Autrement dit, c'est des pertes nettes d'emploi pour notre pays. Voilà. Et puis, les dirigeants, ils ont du mal à changer, à accepter de changer, parce que, en gros, on leur dit que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est très bien, et que maintenant, il faut qu'ils fassent à peu près le contraire. C'est-à-dire, au lieu de monopoliser le pouvoir de décision, il faut qu'ils le partagent. Au lieu de tout faire et de traiter tous leurs collaborateurs comme des exécutants, il faut qu'ils mobilisent des compétences techniques et managériales et qui s'entourent de ces gens-là qui ont des compétences supérieures aux leurs dans des tas de domaines pour
structurer leur entreprise et pouvoir continuer son développement. Alors vous demandez où je veux venir, parce qu'on est loin de l'emploi. Mais c'est absolument nécessaire que vous compreniez ça. Parce que la méthode STGC est fondée sur ce constat. Je vous ai dit que j'ai été en partie dans l'accompagnement de carrière, de recherche d'emploi chez BPI, qu'après je me suis occupé de développement des entreprises. Et je pense que c'est cette double approche qui m'a permis d'imaginer la méthode STGC. Alors, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Comme la vocation d'ADE Conseil, je vous le rappelle, est de stimuler, d'accompagner le développement des PME, je suis allé voir ces dirigeants, je leur ai dit, les gars, il faut que vous vous structuriez managérialement. Et c'est quoi se structurer? Il faut que vous changiez de métier, il faut que vous entouriez des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas, il faut que vous les associez au pouvoir des décisions. Ils ont dit, oui, celui-là, on le voit venir, c'est un consultant, il veut nous vendre sa soupe, mais ils n'adhéraient pas du tout à ce propos. Alors j'étais dans l'impasse, puisqu'en gros, j'avais la conviction que la solution c'était qu'ils fassent ça, et j'arrivais pas du tout à les convaincre. Et c'est là où ma double expérience m'a servi. Je me suis dit, voyons, ces entreprises-là, c'est elles qui ont le plus besoin de compétences, objectivement, techniques et managériales, mais elles ne savent pas identifier les compétences dont elles ont besoin, et en plus, elles ne les mobilisent pas parce qu'elles ne voient pas quelle valeur ça pourrait créer pour elles. Et parallèlement, il y a plein de seniors, de cadres, etc., expérimentés, qui détiennent ces compétences, qui sont, à l'époque c'était la NPE. Il y a peut-être un truc à faire. Alors, j'ai imaginé un dispositif, un premier dispositif, c'était un cours en 3 bandes, pour les amateurs de billard, qui consistait à réactualiser les compétences un peu managériales, et puis surtout à élargir leur champ de compétences à des demandeurs d'emploi, et à les envoyer vers ces entreprises, non pas pour leur expliquer qu'il fallait qu'ils se structurent d'un point de vue managérial, que les chefs d'entreprise ne voulaient pas entendre, mais à se servir de ces savoir-faire, de ces compétences, pour leur apporter ce qu'ils recherchent en priorité, c'est-à-dire de la création de valeur à court terme. Alors bon, je n'ai pas le temps de vous détailler le truc, mais en gros l'idée c'était d'aller voir des entreprises, des chefs d'entreprise, de découvrir, c'est encore l'idée d'ailleurs, leurs problématiques, leurs enjeux, leurs objectifs, ce qu'ils voudraient faire, ce qu'ils voudraient obtenir de leur entreprise. Par exemple, travailler moins et gagner plus, c'est souvent la problématique de beaucoup de chefs d'entreprise. Et leur dire, tiens, je vais me pencher là-dessus. Moi, je revendique rien, certes, je suis chômeur, mais je ne revendique pas un emploi. Je participe, plutôt que d'attendre chez moi tranquillement qu'on réponde à mes candidatures, à des offres d'emploi, je participe à un dispositif subventionné par les pouvoirs publics. À l'époque, le premier dispositif, on avait un financement des DTEFP à l'époque, et c'était pour des chômeurs longue durée. Donc j'avais 12 seniors, donc 2 ou 3 qui n'étaient pas des seniors, mais tous avaient au moins 1 an ou 2 ans de chômage. Et ils ont fait cette démarche dans le seul but, donc ils revendiquaient pas d'emploi, dans le seul but d'aider ces entreprises à traiter une problématique qui empêchait le dirigeant de dormir, ou à l'aider à monter un projet qui correspondait vraiment à des enjeux forts pour lui. Et donc ils ont été dans ces entreprises, ils leur ont proposé des missions gratuites pour ce faire. Et étonnamment, le dispositif devait durer 5 mois. Au bout de 4 mois, il a cessé faute de combattants. Parce que tous les participants avaient reçu et accepté des propositions de collaboration de la part d'une ou l'autre des entreprises dans lesquelles ils étaient intervenus. Je dis bien, avaient reçu des propositions de collaboration, puisqu'ils n'étaient pas candidats. Certains se sont même fait prier. Alors, je ne sais pas si, à l'époque, on ne savait pas si ça allait vraiment stimuler, parce que le but, c'était quoi? C'était d'introduire, un peu comme un cheval de Troie, des compétences techniques et managériales dans ces entreprises qui n'en voulaient pas, en leur démontrant que ça pouvait aussi créer de la valeur à court terme dont ils veulent. Et, on ne savait pas à l'époque si ça allait vraiment stimuler le développement de ces PME, mais à coup sûr, on s'est dit, on tient quelque chose là au niveau recherche d'emploi. Je vous rappelle que c'était tous des chômeurs longue durée. CLD, comme on
Et puis, bon, fort de cette première expérience, on a, avec le soutien de la CFE-CGC, on a eu des financements des ACDIC, parce qu'à l'époque, c'était les ACDIC qui décidaient des financements pour les actions d'accompagnement en Aquitaine jusqu'en 2010. Donc de 1997 à 2010, on a fait 20 dispositifs. La NPE, à l'époque, nous envoyait les gens dont on ne savait pas trop bien quoi faire, parce qu'ils étaient en échec avec les approches classiques de recherche-emploi. On sélectionnait quasiment pas, parce qu'on n'avait pas la matière. Ils nous envoyaient 20 candidats pour 15 places, donc c'est pas vraiment très sélectif. Et on a eu plus de 80% de résultats dans tous les cas. On n'est jamais descendu au-dessous de ce résultat. Alors évidemment, pendant ces 14 ans, on a développé la méthode, on a formalisé, on a créé des outils, on a créé des supports, on s'est considérablement amélioré, parce que la première fois, on est parti un peu à l'aventure, et avec un certain succès. Et puis, en 2010, il y a eu la création de Pôle emploi, donc fusion de la CEDIC et de la NPE, et les attributions de budget pour des formations d'accompagnement de ce type sont passées au niveau central. Aujourd'hui, c'est des appels d'offres européens, et les politiques considèrent que la priorité, je ne discute pas déjà, est au bas niveau de qualification, c'est-à-dire aux jeunes sortis de l'école sans qualification. Aujourd'hui, tout l'argent de la formation professionnelle et de l'insertion est consacré à ces jeunes gens qui sont sortis d'école sans qualification pour leur donner des formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes. Oui, en tout cas, ça fait beaucoup de chômeurs qualifiés. Mais bon. Et les cadres, exit les cadres, parce que les cadres, évidemment, ce n'est pas des bas niveaux. Et donc, la méthode des SPGC, les formations, ont disparu des écrans radars. D'autant plus que le Conseil est une toute petite structure et que nous n'avons pas vocation à répondre à des appels d'offres européens, parce que généralement, il faut répondre sur toute une région, un minimum, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? À vrai dire, pendant 2 ans, je dis, je suis pas très loin de la retraite et tout. Après tout, ma carrière professionnelle derrière moi. Puis je me suis dit quand même, pas possible que ça disparaisse. Donc j'ai décidé de mettre tout ça en ligne, la méthode SPGC en ligne, de la reformaliser, parce que la mettre en ligne, ça voulait dire reformater tout sous la forme de modules de formation en ligne, avec des vidéos, tout ça. Et surtout de l'étendre donc aux autres applications que sont le développement d'une activité indépendante, gratifiante et rémunératrice, parce que c'est pareil, si vous êtes consultant indépendant et que vous savez démontrer à un chef d'entreprise quelle valeur vous avez créée pour lui, c'est lui qui va vouloir que vous interveniez dans son entreprise. Et à la gestion de carrière, c'est-à-dire à l'obtention, une démarche volontariste, proactive pour obtenir des promotions dans l'entreprise où on se trouve, c'est pas toujours évident, et à la création d'entreprise si nécessaire. Voilà. Alors, maintenant vous allez me dire, il est temps que je vous parle un peu plus en détail de la méthode SPGC. Auparavant, je voudrais vous parler, parce que on dit que... Parce que, on dit, c'est la faute des entreprises, c'est la faute des pouvoirs publics, etc. Mais c'est un jeu qui se joue à 4, il y a aussi les syndicats, je vous en parle pas, j'ai pas le temps, je ne suis pas très intéressant. En revanche, le 4e acteur, c'est vous, les collaborateurs, et je pense que vous êtes victime aussi de vos représentations, qui déterminent les stratégies de recherche d'emploi. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les stratégies de recherche d'emploi ou de gestion de carrière des cadres me paraissent un petit peu trop conformes à une vision du marché qu'on leur soumet, qui est sous-tendue par toutes les approches classiques de recherche d'emploi et de gestion de carrière. Et cette représentation qui tue, la voici. Les collaborateurs, en général, vous allez me dire que pas vous, mais en général, les autres, pensent, croient, sont convaincus, merci, pardon, convaincus que le seul moyen de trouver un emploi, c'est de se positionner
en candidat et de vendre leur expertise, ou alors, oui, pardon, non. Le seul moyen pour eux de trouver un emploi, de vendre leur expertise ou d'obtenir les promotions auxquelles ils aspirent, est de se positionner en candidat face à des besoins exprimés par les entreprises. Quels sont ceux qui pensent ça ici? Il y en a plein qui ne disent pas. Hein. C'est vraiment la représentation qui tue. Parce que c'est pas tout à fait vrai. En réalité, alors ça je sais que je vais vous faire mal en vous disant ça, parce que je vais vous dire deux choses très désagréables à entendre. Vos compétences, tout le monde s'en fout. Et en particulier, il n'y a que vous qui vous y intéressez, et éventuellement votre coach en recherche d'emploi. Mais vos compétences, tout le monde s'en fout. En réalité, les employeurs, contrairement d'ailleurs à ce que peut donner à croire le processus classique de recrutement, où là on s'intéresse à vos compétences, à vos expériences, à votre profil, les employeurs ne s'intéressent qu'à une seule chose, la valeur que vous pouvez créer pour eux. Ce n'est pas vos compétences qui les intéressent, c'est la valeur que pourraient créer vos compétences, enfin, que ce soit vos compétences ou autre chose, hein, la valeur que vous pourrez retirer d'une collaboration avec vous. Et cette valeur, elle n'est pas forcément liée aux compétences. Alors, je vais vous donner deux arguments, contre-arguments si je puis dire, enfin, arguments à contrario, par défaut. Deux collaborateurs qui ont exactement les mêmes compétences, la même formation, peuvent créer des niveaux de valeur très différents au sein de la même entreprise. D'accord ou pas d'accord? Et vous-même, qui avez un certain niveau de compétence, selon l'entreprise dans laquelle vous êtes, le contexte, la façon dont vous êtes managé, vous pouvez créer des niveaux de valeur également très différents. D'accord ou pas d'accord? Je suis heureux de vous entendre dire. Donc ce ne sont pas vos compétences métiers qui sont déterminantes dans la valeur que vous créez. C'est deux autres choses dont je vais bien le temps de vous parler, mais c'est votre proactivité, votre capacité de vous positionner en force de proposition et vos compétences transverses. J'y reviendrai. Alors, les entreprises peu structurées, vous savez, les 97,2%, enfin elles ne sont pas du tout structurées, et puis les 98% qui ont moins de 50 salariés, ont des problématiques, ont des objectifs à court terme qui tiennent, auxquels les dirigeants tiennent beaucoup, qu'ils aimeraient vraiment voir se réaliser. D'accord? À forts enjeux. Les enjeux, c'est très important. Mais les dirigeants de ces entreprises ont beaucoup de mal à imaginer, concernant des compétences qu'eux-mêmes n'ont pas, hein, comment ces compétences pourraient créer une valeur pour eux. Et s'ils ne voient pas la valeur que pourraient créer vos compétences, ben ils ne vous recrutent pas. En fait, ils ne recrutent, ils ne lancent une offre d'emploi, parce qu'il y a aussi des petites entreprises qui font des offres d'emploi, que pour recruter des spécialistes, évidemment, que quand c'est impossible de faire autrement. Ils sont en situation de crise par rapport à la fonction précise. Hein. Dans ce cas, bon, ils recrutent. Mais ça veut dire qu'il y a énormément de besoins latents, marché latent, qui ne sont jamais exploités, qui ne donnent jamais lieu de la part de ces entreprises à des offres d'emploi, ni à des besoins de compétences exprimés. Pourquoi? Parce que ils ne voient pas quelle valeur pourrait créer la mobilisation de ces compétences. Et donc ils recrutent quand il n'est pas possible de faire autrement, après avoir, ils font comme tout le monde, parce qu'ils ne savent pas faire autrement, après avoir défini un profil sur la base de critères plus ou moins pertinents, dans lequel il y a de l'âge, des diplômes, de l'expérience. Attention, pas seulement de l'expérience dans votre métier, de l'expérience aussi dans leur secteur d'activité. Parce que si vous êtes acheteur, il faut que vous ayez acheté ce qu'ils achètent eux. Si vous avez acheté autre chose, ben non. C'est vous dire à quel point ils sont ignorants de ce que c'est qu'une fonction d'acheteur. C'est pas leur faute, hein, ils ne sont pas acheteurs de formation. Le problème des employeurs, qui est aussi le vôtre d'ailleurs, hein, c'est que dans le processus classique de recrutement, en gros 2 ou 3 entretiens, mieux, hein, il est strictement impossible
d'identifier quel est le meilleur candidat, celui qui créera le plus de valeur, voire la valeur que pourrait créer un candidat lambda. Et donc, comme ils ne peuvent pas, dans le cadre d'un processus classique de recrutement, identifier quelle valeur vous créeriez, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent un profil. Parce qu'ils imaginent que ce profil, défini encore une fois en termes d'expérience, d'âge, puis d'autres éléments plus ou moins exotiques, qu'ils ont définis avant de lancer le recrutement, eh ils considèrent que ce profil, c'est le plus susceptible de leur garantir la création de valeur qu'ils attendent du poste. Ce faisant, ils se trompent, puisque je vous l'ai dit, ce n'est pas les compétences métiers qui déterminent la valeur que vous pouvez créer, mais ils n'ont pas d'autre moyen de procéder. Et évidemment, c'est catastrophique pour les seniors, parce que dans le profil prédéfini, il y a presque toujours des critères d'âge. Aujourd'hui, quand on est senior, c'est pas facile de se faire embaucher. Mais aussi pour les jeunes diplômés sans expérience. Pourquoi on recruterait des jeunes diplômés sans expérience alors qu'on peut trouver des gens ayant de l'expérience, il y en a plein sur le marché, et qu'on peut payer au même prix qu'un jeune diplômé. Et les profils atypiques. Ceux-là sont exclus du marché de l'emploi, du processus classique de recrutement des entreprises. Voilà. Donc ça, c'était un petit préalable. Je sais que ça fait mal, mais il faut vous y faire.